L'essentiel, c'est la suite à présent. On va plus loin avec Patricia Lémonnière. Bonjour Patricia. Et Gauthier Ribinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Avec au sommaire Emmanuel Macron prêt à partir ce soir en Nouvelle-Calédonie. Le président compte installer sur place une mission de dialogue alors que des barrages réapparaissent. Un premier vol a néanmoins pu évacuer des ressortissants australiens et néo-zélandais, notamment vers Brisbane. La France qui appelle à ne pas faire d'équivalence entre Israël et le Hamas, mise au point après le soutien affiché par Paris à la demande du procureur de la CPI, la Cour pénale internationale qui réclame des mandats d'arrêt à l'encontre de Benyamin Netanyahou, son ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que 3 responsables du Hamas. C'est tout de suite, on va plus loin dans l'essentiel. Emmanuel Macron en partance pour la Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État attendu d'ici demain, mercredi, afin d'installer une mission de dialogue sur place. On n'en sait guère plus, alors que l'aéroport international de Nouméa voit sa fermeture aux vols commerciaux prolongée jusqu'à samedi. Un premier avion a pu décoller, évacuant des touristes australiens vers Brisbane. Les précisions d'Eleana Bonas pour France Télévisions. L'émotion et le soulagement d'un fils qui retrouve son père sur le sol australien. C'est l'un des premiers à avoir pu quitter Nouméa. Je suis très heureux de retrouver mon fils. J'ai l'impression qu'il a encore grandi. Plusieurs dizaines de personnes ont été évacuées par l'armée il y a quelques heures. Beaucoup de gens n'ont pas notre chance. Nous sommes heureux d'être en sécurité. Un peu plus tôt, c'est par avion militaire qu'ils ont été rapatriés, suivis par les Néo-Zélandais. Plusieurs rotations de vols sont prévues dans les heures à venir. Pour l'instant, seuls ces 2 pays ont organisé l'évacuation de leurs ressortissants. Les autres touristes sont toujours bloqués. L'aéroport international de Nouméa restera fermé jusqu'au samedi 25 mai. Coincés sur l'île de Lifou, ces vacanciers venus de métropole entament des démarches de rapatriement. Nous avons eu dans la journée donc la diffusion de formulaires à remplir pour les touristes français qui souhaiteraient rentrer en métropole. Par contre, je n'ai pas entendu d'avion à fréter comme a pu le faire l'Australie. Pour passer le temps, une église de l'île organise un repas et des animations pour les touristes bloqués. Pour le moment, les premiers vols commerciaux vers la métropole le 25 mai sont maintenus. Patricia Lémonnière, en Conseil de défense hier, Emmanuel Macron avait dit constater de nets progrès dans le rétablissement de l'ordre. Pourtant, malgré l'action des gendarmes, on a vu des barrages se reformer autour de Nouméa, comme sur la route entre l'aéroport, en tout cas qui mène vers l'aéroport, dont la réouverture n'est plus envisagée jeudi, mais finalement au plus tôt samedi. D'ici là, des militaires seront déployés pour protéger les bâtiments publics. Le signe que l'État reste débordé face aux indépendantistes. Alors en tout cas, sécuriser une route aussi longue, avec aussi peu d'hommes, paradoxalement, plusieurs centaines, 600, je crois. 60 km de route. C'est pas possible. S'il y a des gens qui sont déterminés, vous démontez un barrage et puis vous repartez, vous allez démonter l'autre et puis après on revient. Il faudrait mettre pratiquement des gendarmes tous les 5 mètres, enfin, ou les 10 mètres. Donc imaginez-vous qu'il y a du travail à faire. Donc les forces qui sont déployées sur le terrain pour l'instant pour rétablir l'ordre, si c'est ça la politique, effectivement ne sont pas suffisantes, vu l'étendue du problème. 2700 policiers. Voilà, ce n'est pas suffisant quand on est dans une phase d'émeute à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'on ne veut pas en déployer plus parce que finalement, on a décidé de ne pas faire une politique trop de confrontation ou est-ce qu'on a mal appréhendé et jugé la situation? C'est effectivement toute la question. Et puis maintenant se pose la question... il ne suffit pas de rétablir l'ordre. Alors, est-ce qu'on veut rétablir l'ordre en premier, discuter après, ou il ne faudrait pas plutôt essayer de mettre en place les choses en parallèle, en tout cas. En tout cas, on voit très bien que les Caldoches, eux, s'organisent. Les Kanaks n'ont pas du tout, enfin, ce qu'on peut appeler des communautés, n'ont pas du tout envie d'arrêter, en quelque sorte. Et on voit que la situation reste très tendue à quelques heures de l'arrivée du président. Rétablir l'ordre comme un préalable ou bien la venue d'Emmanuel Macron, Gauthier, signale-t-elle avec cette mission de dialogue le fait qu'on
qu'on est prêt à avancer finalement du côté de l'État pour négocier d'ores et déjà une réponse politique? Mais vous savez, le comportement de l'État français en Nouvelle-Calédonie, comme par exemple dans les Antilles françaises ou en Guadeloupe, c'est toujours d'avoir des réactions, alors comme dit Patricia, peut-être pas assez suffisantes, mais sécuritaire, c'est-à-dire que en dehors de ces périodes-là, on ne peut pas dire que les problèmes de fond de la Nouvelle-Calédonie, qui sont des problèmes d'équité sociale, d'équité économique, soient vraiment pris à bras-le-corps. Et que donc, dans ce fait-là, dans le fait d'envoyer des gendarmes, même s'ils ne sont pas assez nombreux, finalement, on perd sur les deux tableaux. C'est-à-dire que sur le plan sécuritaire, comme disait Patricia, c'est pas assez. Et sur le plan politique, c'est trop. Une réponse sécuritaire appelée quand même de ses voeux par une partie de la population calédonienne, qui s'appuie sur le fait que 3 référendums successifs ont montré qu'il n'y avait pas de désir, de volonté aujourd'hui d'indépendance. Alors, le problème est plus complexe que ça, mais ça n'est pas une raison pour l'évacuer. Patricia a prononcé un mot tout à l'heure qui est catastrophique, non pas dans ce qu'elle a dit, mais sur la situation là-bas. À partir du moment où, pour des raisons très variées, vous commencez à parler de communauté, c'est le poison absolu. C'est-à-dire que du côté kanak, il y a aussi des Kanaks qui sont pour le maintien en France. À partir du moment où vous figez les blocs dans des attitudes identitaires, vous n'avez jamais quelque chose de vertueux, par exemple cette affaire du dégel des listes électorales. Au départ, il y avait un mouvement qui était censé réhabiliter ou en quelque sorte remettre à égalité les Kanaks. Et puis aujourd'hui, le dégel, ça veut dire que pour les gens issus d'Europe, eh bien, il y a à nouveau une poussée pour les remettre à niveau, alors que tout cela, fondamentalement, est hostile et contraire aux lois de la République, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas les communautés, mais les individus. Et donc, il y a ça fondamentalement, on peut bien sûr parler de ce qui en découle, mais fondamentalement, quand vous touchez, ou quand vous favorisez, ou quand vous omettez de lutter contre ces manifestations-là, contre la manifestation du communautarisme, eh bien, il arrive au bout de X décennies ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, que va faire Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie? Le Premier ministre Gabriel Attal a donné des éléments de réponse à l'Assemblée, c'était il y a un instant, écoutez. Le président de la République se rend en Nouvelle-Calédonie d'abord pour être au contact de nos compatriotes. Il échangera avec l'ensemble des forces vives calédoniennes, les forces politiques bien sûr, mais aussi les forces de la société civile, de la jeunesse, les forces économiques, les forces coutumières. L'objectif, c'est d'être à leur côté et d'ores et déjà de préparer, d'anticiper la reconstruction. Le président de la République s'y rend également aussi pour renouer le fil du dialogue, avec des personnalités qui l'accompagneront et qui permettront de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs locaux pour avancer vers cet accord politique global que nous appelons tous de nos vœux. Alors, avancer vers un accord politique global, quel peut bien être cet accord politique, Patricia Lémonnière? Est-ce qu'il passe par un report du congrès de Versailles qu'Emmanuel Macron entendait convoquer d'ici la fin juin, d'un retrait pur et simple du texte, voire de la tenue d'un nouveau référendum, ou bien tout simplement ne rien faire et parler essentiellement, effectivement, reconstruction, comme l'évoquait à l'instant Gabriel Attal? Alors, la situation est bloquée. Ça, c'est le premier constat. Et la situation est bloquée pas que depuis une semaine ou 15 jours. La situation s'est coincée avec cette volonté de passer en force envers et contre tout qui anime notre président de maintenir le 3e référendum, alors que vous savez que les indépendantistes y étaient contre en disant on sort du Covid, on veut faire notre deuil, etc. C'est pas dans notre rythme, etc. C'est une contrainte inscrite dans le processus. Oui, de Matignon. Mais vous savez, les contraintes inscrites dans le processus, elles peuvent toujours être déportées. Donc là, il y a eu une volonté de le maintenir et après d'avancer, de faire la marche envers et contre tout. C'est une marque de fabrique du président. On l'a vu pour les retraites, on l'a vu pour des tas de choses. Il veut imprimer, il veut passer, parfois en force, en faisant des concessions de dernière minute. On l'a vu pour les retraites, par exemple, mais on le voit à tous les niveaux. C'est sa marque de fabrique. Donc là encore, il l'a appliqué. Si ce n'est que ce qu'on applique en France, déjà avec difficulté, on l'applique encore avec plus de difficulté dans ces territoires d'outre-mer. Donc là, il se retrouve avec finalement une population qui ne marche pas sur nos critères à nous, qui a d'autres objectifs, des indépendantistes qui sont quand même résolus et qui
qui poussent toute une jeunesse dans leur camp. Il faut voir que si on doit faire le rapport par rapport à la première crise qui s'est terminée par les accords 1988, voilà, 1988 où Michel Rocard a joué un rôle important, mais pas que. À l'époque, les communautés étaient encore dans les campagnes. Il y avait une ruralité, il y avait encore les anciens, il y avait tout un encadrement qui fonctionnait. Là, aujourd'hui, les émeutes viennent de la périphérie des villes. Et donc, dans une périphérie où il n'y a pas ces structures assez traditionnelles. Donc, il n'y a plus qu'à la limite les partis politiques qui sont là pour donner des consignes à une jeunesse qui est très débridée, qu'on dit alcoolisée, etc. Ce qui n'était pas le cas lors des émeutes d'il y a 20 ans. Donc, je crois que la situation sera particulièrement difficile pour le président quand il va arriver sur place. J'ose espérer que les indépendantistes voudront bien le rencontrer, mais rien. La dernière fois, il s'est trouvé sans eux quand il y est allé. Ne l'oublions pas. Chaise vide, en quelque sorte. Donc la partie est loin d'être gagnée. Et va-t-il vouloir continuer à passer en force, à avancer envers et contre tout, ou alors, comme vous le dites, à suspendre, pas arrêter, suspendre le temps du dialogue. Le processus de décolonisation, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est cela l'esprit des accords Matignon, est-il encore réellement au cœur du problème? Est-ce qu'il n'y a pas surtout, avant tout, vous l'évoquiez avec cette jeunesse, finalement un problème aujourd'hui de déclassement social? Oui, mais précisément, cette jeunesse déclassée, tendanciellement et majoritairement, c'est une jeunesse kanak. Je ne dis pas toute. Mais ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le maintien dans la République française s'apparente et se traduit dans les faits par un déclassement social, par une plus grande difficulté d'accès aux soins et surtout à l'université, eh bien effectivement la conclusion qui est tirée, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le communautarisme, c'est qu'effectivement quand vous constatez que ce sont vos semblables qui sont dans le même problème que vous, il y a cette cristallisation autour de la raison du critère identitaire ou même ethnique. Ça veut dire tout simplement que s'il n'y avait pas ces différences-là, ça paraît une lapalissade ce que je veux vous dire, mais la cause indépendantiste, depuis Matignon, des accords de Matignon par exemple, aurait perdu en soutien, en nombre même de militants. Or là, ce n'est pas vrai, c'est-à-dire que même, et je rejoins ce que disait Patricia, même une jeunesse qui est moins politisée que celle d'avant, ou celle d'avant par le FLNKS, avait de fortes convictions socialistes. Eh bien même cette jeunesse aujourd'hui qui a moins de convictions est encore dépendante et fortement soutien de l'indépendantisme. Patricia vous répond dans un instant, mais les loyalistes pourraient vous objecter que ce n'est pas ce qu'indiquent les urnes. Les trois référendums successifs, alors on peut toujours effectivement discuter de l'opportunité du dernier, celui de 2021, au sortir de la crise du Covid. Mais les deux précédents ont montré au contraire que la cause indépendantiste était en perte de vitesse. Oui, mais parce que je pense que fondamentalement, avec ce que je viens de vous dire, la cause indépendantiste est un symptôme. Alors évidemment, ça remonte à très loin. C'est ça le problème, c'est qu'il faut finalement enlever des couches de malentendus et de crispation, et que cette cause indépendantiste, encore une fois, si c'est comme en Guadeloupe où il y a eu aussi des indépendantistes, si la différence de traitement issue précisément du colonialisme ne perdurait pas, eh bien, cette cause serait peut-être pas complètement, elle n'aurait pas disparu, mais elle serait à un état résiduel. À tel point d'ailleurs que les 4 présidents de régions ultramarins réclament le retrait du texte, dont le président de la région Guadeloupe, qui est, lui, Renaissance. Patricia Lebonnière, c'est dire qu'aujourd'hui, il y a un consensus qui est en train de se diffuser dans la classe politique. Il y a une Brault-Pivet, et pour le report, en tout cas, du congrès de Versailles, sur l'idée qu'il pourrait, à terme, y avoir une renégociation, une rediscussion des conditions. Marine Le Pen, elle est allée jusqu'à proposer un nouveau référendum, certes d'ici 40 ans, mais en tout cas le Rassemblement national lui-même a opéré un véritable virage à 180 degrés sur cette question. Oui, enfin tout le monde, c'est très facile quand on est dans l'opposition ou même quand on est parti d'opérer des virages et d'avoir un avis tranché en fait. Ce qui est aujourd'hui important, c'est que les maires sur place, les maires MAIRE, sont des réceptacles de la situation. Et donc eux sentent. Eux sont les capteurs. Alors effectivement, notre système politique français aujourd'hui ne s'appuie pas beaucoup sur ces capteurs-là. Mais je crois qu'il est effectivement urgent d'écouter ces capteurs, peut-être de leur laisser le temps, et donc
cet appel à la suspension est un appel en fait au calme, si vous voulez. Oui. C'est une façon d'apaiser les mentalités. Sur cette ligne, hein. Le rapporteur du projet de loi constitutionnelle, lui aussi, Renaissance, est sur une ligne beaucoup plus dure. Hein, oui, mais je parle de ceux qui sont les maires locaux. Bon. Et d'autre part, je voudrais ajouter que quand même, je voudrais ajouter, pas les députés n'ont pas du tout le même rapport à la population. Ouais. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que quand même, cette réforme du code électoral, en quelque sorte, aux yeux des indépendantistes, c'est sortir des accords de Nouméa, c'est une torsion des accords de Nouméa. Et donc, si vous voulez, là, on a peut-être aussi des façons de reprendre les données. Moi, je ne suis pas spécialiste en droit, donc je ne m'aventurerai pas là-dessus. Mais une chose est certaine, c'est qu'il faut apaiser la situation. Et je ne sais pas si le côté sécuritaire est capable de réussir cette partie-là, à lui tout seul, en tout cas. D'autant, juste un petit mot, alors tout petit, c'est que l'aspect, enfin la tendance qui donc Caldoche, d'origine européenne, c'est très fortement droitisé ces dernières années, avec justement des accointances avec l'extrême droite. Et si Marine Le Pen a pris ce virage, comme vous dites, c'est aussi probablement parce qu'elle pense que l'opinion favorable au RN n'a que faire de ce qui se passe à X 1000 kilomètres de là. Nicolas Metzdorf, député Renaissance, nous disait hier que pour lui, Marine Le Pen, ce n'est plus la vraie droite dans la position qu'elle incarne, à ses yeux. Oui. La France est-elle gênée aux entournures après avoir soutenu la Cour pénale internationale dont le procureur réclame des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et des dirigeants du Hamas? Paris s'inquiète à présent que ces demandes simultanées ne créent d'équivalence entre Israël et l'organisation palestinienne, considérée, je vous le rappelle, comme terroriste dans une trentaine d'États, dont la France. Écoutez le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Ces demandes simultanées de mandats d'arrêt ne doivent pas créer d'équivalence entre le Hamas et Israël. D'un côté, vous avez un groupe terroriste qui s'est félicité des attentats du 7 octobre, qui les a revendiqués également de manière assumée. Et de l'autre côté, vous avez un État démocratique, Israël, qui doit respecter le droit international dans la conduite d'une guerre qu'elle n'a pas déclenchée elle-même. Les juges de la CPI doivent désormais se prononcer sur la délivrance de ces mandats. Ils le feront de manière indépendante et en toute indépendance. Ouais, il faut dire que l'annonce du procureur de la CPI hier a fait l'effet d'une bombe en annonçant son souhait de déclencher des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, Yoav Gallant, son ministre de la Défense, ainsi que 3 responsables du Hamas pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Certains en Israël n'hésitent pas, à commencer par Benyamin Netanyahou lui-même, à parler d'antisémitisme. Et la France, elle, a annoncé hier son soutien à la démarche de la CPI au nom du respect du droit international. Pierre Benazet, vous êtes avec nous en direct de Bruxelles, une position sur laquelle la France est assez isolée au regard de ses voisins, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Tous 3 ont immédiatement condamné ce qu'ils estimaient être une mise en équivalence, effectivement, du Hamas et d'Israël, position qui a fini par rallier, semble-t-il, aujourd'hui, le ministre français des Affaires étrangères que l'on vient d'entendre. Oui, alors en fait, il y a des positions extrêmement nuancées dans l'Union européenne. Et finalement, la France est plutôt au milieu. On constate très clairement qu'il y a des pays, vous avez parlé de l'Italie par exemple, l'Italie est complètement à un bout de l'échiquier politique face à cette demande de Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale. L'Italie qualifie d'inacceptable le fait de mettre dans le même sac le Hamas et Israël. C'est la même chose que dit par exemple la République tchèque, fervent soutien d'Israël au sein de l'Union européenne. Ça reprend un peu cette rhétorique qui a mis tout le monde d'accord finalement, parce que c'était celle à la fois de Joe Biden, du Hamas et de Yoav Gallant et Benjamin Netanyahou en Israël. Ça, c'est la partie la plus extrême du côté israélien dans l'Union européenne. Il y a complètement à l'autre extrême les Irlandais et les Belges qui se sont exprimés pour dire qu'ils soutenaient totalement le travail de la Cour pénale internationale, sa lutte contre l'impunité, qui le soutiendrait financièrement, qui continuerait à soutenir son travail. Le ministre irlandais des Affaires étrangères a même affirmé qu'il fallait cesser ces attaques
contre la Cour pénale internationale. Et au milieu, effectivement, on a la France et la Slovénie. La France a apporté cette nuance aujourd'hui, c'est juste une nuance, mais elle ne va pas aussi loin que l'Allemagne, qui dit que c'est regrettable, ou que l'Italie, qui dit que c'est inacceptable. La France dit qu'elle soutient le travail de la CPI, c'était la première réaction. Il y a cette nuance sur l'amalgame possible entre une organisation terroriste et le gouvernement d'Israël. La France reste relativement neutre, finalement, au centre de l'échiquier politique européen, tout comme la Slovénie, qui demande qu'on respecte le travail de la Cour pénale internationale et qu'on respecte la lutte contre l'impunité, tout comme le haut représentant de l'Union européenne, de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui souligne que tous les États partis au statut de Rome, c'est-à-dire au statut de la Cour pénale internationale, que tous les États se doivent d'appliquer les décisions prises, qui seront prises éventuellement par les juges de la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale. Donc finalement, la France, en apportant cette nuance, se retrouve relativement centrale dans l'Union européenne sur cette question des mandats demandés par Karim Khan. Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Une position centrale pour la France, Patricia Lémonière. C'était ce qu'avait souhaité, d'après vous, Paris dès le début. On a un peu tâtonné pour arriver finalement à cette position centrale, justement, avec la nuance apportée aujourd'hui par Stéphane Séjourné. La France n'a pas dit qu'elle soutenait la décision prise par le juge de demander des mandats d'arrêt. Elle a dit qu'elle soutenait la Cour pénale internationale. C'est quand même différent. Et qu'il revenait ensuite à la Cour de décider effectivement du bien fondé de la demande. Donc elle avait une position très, j'ai envie de dire, de neutralité quand même de la France. Mais il y a deux choses. La France a fait cette déclaration pour l'international, c'était un communiqué. Et puis après, il faut gérer les affaires intérieures. Et dans les affaires intérieures, vous savez bien que nous sommes le pays qui a les deux plus grosses communautés musulmane et communauté juive. Et donc, en Europe, et donc il faut apaiser tout le monde. D'où ce que certains pourraient presque appeler un rétropédalage, ce que n'appelle pas un rétropédalage. C'est presque un alignement vis-à-vis de l'Allemagne, parce que c'est l'Allemagne qui a parlé de fausse équivalence. Et ma foi, peut-être que notre ministre des Affaires étrangères ou le staff de l'Élysée a trouvé que ce mot équivalence était parfait et qu'on pouvait travailler autour de l'équivalence. Écoutez, en l'absence complètement des éléments dont dispose le procureur pour demander de lancer ces mandats d'arrêt, je ne vais pas me prononcer. Ce que l'on peut dire, c'est que le débat aujourd'hui, c'est sur la concomitance des deux demandes. Et donc, c'est cette concomitance-là qui pose problème. Mais imaginez-vous, le procureur aurait d'abord lancé Israël. Alors là, tout le monde, effectivement, aurait crié c'est de l'antisémitisme, etc. Il aurait lancé le Hamas. Tout le monde aurait dit c'est encore les Occidentaux, regardez, double standard, ils accusent que le Hamas et que les Palestiniens, etc. Oui, donc, cette cour à laquelle on reproche de ne poursuivre que des chefs d'État africains. Voilà, et en plus, on lui reproche sans arrêt ce double standard d'être une cour occidentale. Donc je crois que... D'ailleurs, il l'a très bien dit, le procureur, on est à un moment charnière. Et c'est vrai, il faut absolument respecter quand même ce droit international. Il balbutie, il s'est beaucoup intéressé à l'Afrique, et à mon avis, il aurait pu s'intéresser à ce qui se passait dans les prisons françaises et bien d'autres choses. Mais enfin bref, il s'est beaucoup intéressé à ces choses-là. Maintenant, il lance un mandat d'arrêt, ou il demande que l'on lance un mandat d'arrêt contre un État, contre des dirigeants d'un État qui est qualifié de démocratique. Et donc, que le mandat d'arrêt soit lancé contre les dirigeants du Hamas est moins surprenant, puisque le Hamas est qualifié de groupes terroristes. Gauthier Rybinski, ça pose un problème, justement, ce que beaucoup voient comme une équivalence, effectivement, entre une organisation considérée comme terroriste ici en Europe et un État qui, avec toutes ses... Enfin, ce n'est pas un État, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il est important de le préciser, les deux principaux dirigeants aujourd'hui d'un État qui, par ailleurs, présente un certain nombre de garanties démocratiques selon nos standards. C'est effectivement le caractère inextricable de la chose. Je crois que l'équivalence, effectivement, ne peut pas être promue, en ce sens où, si vous voulez... On juge les actes et pas les sens. Hein. Voilà. Et c'est exactement là où je voulais en venir. C'est-à-dire que, en quoi Israël est-il en train de changer par rapport à ces garanties démocratiques dont vous parlez? Et là, il faut bien reconnaître qu'il y a une chose... dirigeants. Bien sûr,
Bien sûr, mais là, on parle de ceux qui gouvernent et de ceux qui, précisément, donnent l'ordre d'agir de telle ou telle manière. Et là, il y a probablement une forme d'anticipation de la part de la Cour pénale internationale par rapport, par exemple, à la justification qu'apportent les membres du cabinet Netanyahou, les membres d'extrême droite, à ce qui se passe à Gaza. De sorte qu'on peut avoir des voix comme celles qui négocient, voix israéliennes à la Cour pénale qui disent c'est quelque chose de tragique, mais nous avons le droit de nous défendre, ce qui est parfaitement exact. Mais la réalité, c'est qu'en Israël, il y a des forces qui étaient beaucoup moins visibles, beaucoup moins audibles par le passé, qui aujourd'hui justifient, même de manière scandaleuse, ce qui arrive aux Palestiniens. Est-ce que là, la Cour pénale anticipe ce genre de choses? Et auquel cas, on peut se demander si c'est parfaitement légitime. Je répondrai par un argument que, bon, vous avez déjà entendu, je m'excuse de le répéter, c'est que dans l'attitude israélienne, il y a une double revendication. Il y a celle d'un État normal qui dit il est hors de question que nos habitants soient menacés, et c'est parfaitement normal. Mais on sait très bien que dans l'ampleur de cette réponse à Gaza, il y a aussi la revendication d'Israël d'être un État qui peut bénéficier de circonstances exceptionnelles ou presque de dérogations, eu égard à ce qui a présidé à sa naissance, c'est-à-dire la Shoah. Et cette double revendication, elle est très difficile à justifier, surtout quand vous avez des Palestiniens qui, à bon escient, s'estiment toujours comme les... pardonnez-moi le terme, comme les cocus de l'histoire, comme les perdants, comme ceux qui ont été trahis par l'histoire. Est-ce qu'une décision pareille, si elle est confirmée par les juges, est de nature à redresser ça? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas mettre sur le même plan, mais que, comme dit Patricia, je ne sais pas comment il aurait fallu faire pour ne pas donner cette impression. La moins mauvaise des solutions, un peu comme la démocratie, disait Winston Churchill. Merci beaucoup, Patricia Lémonière, Gauthier Ribinski et également Pierre Benazet qui était avec nous et qu'on remercie en direct de Bruxelles. On va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal.